25,4 milliards de dollars. Retenez bien ce chiffre parce qu'il va changer la façon dont vous regardez l'Algérie et franchement dont vous regardez toute la géopolitique africaine et méditerranéenne. C'est le montant exact que l'Algérie a injecté dans sa défense nationale en 2025. Source le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Pas une rumeur, pas une fuite, pas de la propagande. L'autorité mondiale absolue en matière d'analyse des dépenses militaires. Alors maintenant, mettons ce chiffre en perspective parce que les chiffres bruts ne veulent rien dire sans contexte. Hausse de 11% par rapport à 2024. Progression de 67% depuis 2016. En moins d'une décennie, l'Algérie a plus que doublé son effort militaire. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas une anomalie, c'est une stratégie. Vous voulez du concret, voilà du concret. Ce budget dépasse à lui seul les enveloppes militaires combinées du Maroc, de la Tunisie, du Mali, du Niger et du Burkina Faso tous ensemble. Il écrase les budgets de la Belgique, du Portugal et de l'Autriche additionnés. Des pays européens, ça. Et il propulse l'Algérie au 21e rang mondial des puissances militaires en termes de dépenses devant l'Espagne, devant la Suisse, devant des nations qui se croyaient intouchables depuis des générations. Mais le détail qui m'a personnellement coupé le souffle, ce budget représente 25% des dépenses totales de l'État algérien. Un dinar public sur 4 ports dans la défense nationale. Deuxième ratio le plus élevé de toute la planète, juste derrière l'Ukraine. L'Ukraine, un pays qui se bat pour sa survie face à la Russie en ce moment même. Et pourtant, et c'est là où les médias internationaux ont massivement failli, ce qu'il se passe en Algérie depuis des années, ce n'est pas juste un État qui achète des armes. Vous savez, ce qui me fascine vraiment dans cette histoire, c'est que personne n'en parle. Franchement, personne. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les conflits du Moyen-Orient, sur les crises européennes, sur les tensions en mer de Chine, l'Algérie, elle construit. En silence, méthodiquement, brique après brique. Et ce qu'elle construit, mes amis, aucun pays arabe ne l'a jamais fait. Aucun pays africain. Aucune nation du Maghreb, jamais. Une industrie militaire nationale souveraine autonome. Du Made in Algeria de A à Z. Mais pour comprendre pourquoi l'Algérie en est arrivée là, pourquoi elle a pris cette décision radicale, il faut remonter dans le temps. Il faut rouvrir une blessure. Une blessure profonde, viscérale que ce pays porte depuis les années 90. Les Algériens appellent ça la décennie noire. Et le nom dit tout. Le pays s'effondre sous les attaques terroristes. Des dizaines de milliers de civils meurent. L'armée algérienne se bat les mains vides. Elle a besoin d'armes, de munitions, de pièces de rechange, d'équipements modernes. Elle crie au secours. Et là, écoutez bien, la France refuse de livrer. Les États-Unis refusent de livrer. L'Europe entière ferme ses portes. Pire encore, selon plusieurs analyses géopolitiques sérieuses, certains pays occidentaux auraient même discrètement soutenu les adversaires du pouvoir algérien durant cette période. L'Algérie s'est retrouvée seule, abandonnée, obligée de survivre avec ce qu'elle avait. Cette trahison, parce que c'en est une, appelons les choses par leur nom, elle n'a jamais été oubliée. Et dans la douleur, l'Algérie a appris une vérité stratégique que beaucoup de nations n'acceptent de comprendre, que lorsqu'il est trop tard, quand tu dépends d'un pays étranger pour ton armement, tu dépends de sa bonne volonté politique exactement au moment où tu en as le plus besoin. Les grandes puissances n'ont pas de bonne volonté. Elles n'ont des intérêts, un point c'est tout. Et quand un pays confie sa défense nationale à des fournisseurs étrangers, ce pays-là n'est plus souverain, il est sous tutelle armée. C'est brutal à dire, mais c'est la réalité. C'est précisément de cette leçon douloureuse qu'est née la doctrine algérienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, diversifier massivement les sources d'approvisionnement, ne jamais dépendre d'un fournisseur unique et étape par étape, pierre par pierre, construire une industrie nationale capable de produire ses propres armes. Un projet de long terme, un projet patient, un projet que tout le monde à l'extérieur ignorait, voire méprisait, jusqu'au moment où les résultats sont devenus impossibles à ignorer. Ce moment est arrivé. Alors parlons de ce qui se construit concrètement sur le sol algérien aujourd'hui. Parce que les chiffres budgétaires, aussi impressionnants soient-ils, ne sont que la surface visible de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous est encore plus significatif. Premier domaine, les drones. L'Algérie fabrique aujourd'hui des drones sur son propre territoire. Et attention, je ne parle pas de drones simplement importés ni de kits étrangers assemblés localement. Je parle de drones fabriqués dans leur intégralité conçus et développés par des ingénieurs militaires algériens formés dans les grandes écoles militaires du pays.
À la foire de la production algérienne 2025, l'établissement de développement et de production des systèmes de technologie avancée, le DPST, basé à Bussa, a présenté plusieurs modèles de drones entièrement réalisés localement. Le premier baptisé, l'ORS-700, est un drone quadrirotor dédié à la surveillance et à la reconnaissance aérienne de jour comme de nuit, capable de géolocaliser des cibles fixes et mobiles, de réaliser des relevés topographiques et de suivre des objectifs en mouvement. Permettez-moi d'être direct avec vous, ce que vous voyez ici, c'est pas de la décoration de salon d'expo. C'est de l'ingénierie militaire sérieuse conçue sur sol algérien par des Algériens. Le premier appareil présenté, il a déjà reçu le feu vert des autorités compétentes. Validé, approuvé, prêt à l'exportation. On n'est plus dans le prototype de garage, on est dans le produit fini. Ensuite, un drone Exarotor 6 rotors, charge utile jusqu'à 7 kg. Polyvalente mission militaire sables, mais aussi application civile en santé et en agriculture. Ce genre de flexibilité, c'est exactement ce qu'on recherche dans une technologie mature. Troisième modèle, un drone hybride. Aile fixe plus voilure tournante. Reconnaissance tactique en environnement complexe. En clair, il fait ce que les autres drones ne peuvent pas faire dans les zones difficiles d'accès. Et là, on arrive à ce qui me fascine vraiment, parce que les ingénieurs de l'UDPSTA ne s'arrêtent pas là. Ils bossent actuellement sur un drone VTOL à décollage et atterrissage vertical, un mini-drone kamikaze. Oui, vous avez bien entendu, et des systèmes lance-bus développés localement. Des programmes en cours. Pas des annonces, des programmes. Maintenant, j'entends déjà les sceptiques dans les commentaires. Mais c'est du copier-coller de technologies étrangères, non? Non, absolument non. Ces ingénieurs sont formés à l'école militaire polytechnique, dans les écoles de l'aviation, dans des établissements militaires spécialisés. Ils conçoivent, ils testent, ils améliorent de manière autonome. Ce ne sont pas des assembleurs, ce sont des créateurs. Côté partenariat, l'Algérie a été stratégiquement claire après les programmes El Jazair 54 et El Jazair 55. Les nouveaux accords incluent des transferts de technologie avec des partenaires asiatiques pour des drones de reconnaissance offensive à plus grande portée. Pourquoi la réponse est dans une seule phrase et elle résume toute la doctrine: ne plus jamais dépendre d'un fournisseur étranger qui peut couper l'accès à la technologie en temps de crise. C'est pas de la fierté nationale, c'est de la stratégie pure. On passe maintenant au deuxième domaine et croyez-moi, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Les armes légères et les munitions. Et ici, l'Algérie n'est plus en phase d'apprentissage. L'établissement des constructions mécaniques de Kenchela, le CMKA, produit depuis des décennies des armes légères de type Kalachnikov. Version intégrale, sur le territoire algérien, pas sous licence passive, en production souveraine. Parlons de chiffres, parlons réalité. Des fusils d'assaut, des fusils mitrailleurs, des pistolets automatiques Makarov PM, des fusils à pompe Beretta et des millions de cartouches toutes catégories confondues. Ce n'est pas un catalogue de vente aux enchères, c'est la production algérienne. Une industrie qui ne demande plus rien à personne pour équiper son armée. Zéro dépendance. Couverture totale des besoins de l'ANP et des forces paramilitaires. Et selon plusieurs sources spécialisées, des exportations vers des partenaires africains. L'Algérie ne reçoit plus, elle envoie. Troisième domaine, les blindés. Partenariat industriel avec des constructeurs allemands et italiens. Véhicules blindés de transport de troupes. Véhicules de reconnaissance. Ambulances militaires blindées. Tout ça sort d'usines algériennes assemblées par des mains algériennes. Des milliers d'ouvriers. Des milliers de techniciens. Et chaque véhicule qui franchit les portes de ces usines, c'est un véhicule qui n'a plus besoin de traverser une frontière maritime. C'est de l'argent qui reste. C'est de l'emploi qui se crée. C'est du savoir-faire qui s'ancre, sur place, durablement. Quatrième domaine, la mer. Mers El Kibir, Ennaba. Des chantiers navals qui construisent des corvettes, des patrouilleurs, des bâtiments de soutien. Et puis, et c'est là que ça devient historique, le premier remorqueur fabriqué intégralement par l'ANP. Son nom Bassel 212. Présenté à la foire de la production algérienne après avoir passé avec succès ses essais en mer. Le lieutenant-colonel représentant l'établissement de construction et de réparation navale l'a dit clairement: conception algérienne, réalisation algérienne, mise en exploitation algérienne. De A à Z, une première absolue dans l'histoire de la Marine nationale. Et pendant qu'on parle de Marine 1600 km,
C'est la façade méditerranéenne que l'Algérie doit surveiller, défendre, contrôler. Cette capacité navale croissante, ce n'est pas de la com, ce n'est pas de la vitrine. C'est une nécessité stratégique vitale. Abonne-toi maintenant, le lien est juste en dessous. Mais revenons à l'essentiel parce que le matériel, aussi impressionnant soit-il, n'est jamais que la partie visible de l'iceberg. Derrière chaque missile, chaque avion, chaque sous-marin, il y a une doctrine, une vision, une logique stratégique froide et calculée que peu de gens prennent le temps de décortiquer. Alors on va le faire ensemble maintenant. Cette doctrine repose sur quatre piliers. Quatre piliers que tout le monde devrait connaître. Pilier numéro 1, la diversification radicale des sources d'approvisionnement. On n'achète pas tout au même endroit. C'est la règle de base. La Russie fournit les plateformes lourdes, les Sukhoi Su-30, les systèmes anti-aériens SS-400, les sous-marins de classe Kilo. La Chine intervient sur les drones et l'électronique de défense. L'Allemagne et l'Italie collaborent sur les blindés et les navires de guerre. La Turquie, la Biélorussie, chacun a sa part. Et ce n'est pas du hasard. Selon le rapport CEPRI le plus récent, l'Algérie figure même au 3e rang mondial des acheteurs d'armement allemands en 2024 avec plus de 550 millions d'euros engagés en une seule année. Une seule année. Pourquoi cette dispersion? Parce qu'aucun pays seul ne doit pouvoir couper le robinet. C'est une assurance stratégique. C'est une protection contre le chantage. Simple, efficace, brutal. Pilier numéro 2, le transfert de technologie non négociable. On ne signe plus rien sans une clause de transfert technologique inscrite noir sur blanc dans le contrat. Chaque achat est aussi un programme de formation. Des techniciens sont envoyés dans les usines étrangères pour comprendre les chaînes de production de l'intérieur. Des formateurs étrangers viennent sur place pour transmettre leur savoir-faire. L'objectif n'est plus de simplement utiliser l'arme qu'on vous livre, c'est de la comprendre, de la reproduire, de l'améliorer. La stratégie militaire 2030, telle qu'énoncée par le chef d'état-major lors de l'inauguration du nouveau siège des Forces de défense aérienne du territoire en août 2025, pose un objectif clair, 70% d'autosuffisance sur les pièces critiques des principaux systèmes d'armes. 70%, c'est un chiffre qui ne s'improvise pas. Pilier numéro 3, la montée en puissance du contenu local. Dans chaque contrat industriel, il y a désormais des seuils minimaux de production locale et ces seuils augmentent avec le temps. On commence à 15%, on monte à 40 à 50. Et pour les équipements les plus stratégiques, on vise 70, voire 80%. Ce n'est pas spectaculaire à court terme, ça ne fait pas de grandes images, mais c'est inexorable. Et l'inexorable en stratégie, ça finit toujours par gagner. Pilier numéro 4, le refus total des kill switch. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les kill switch, ces dispositifs dissimulés que certains pays, principalement les États-Unis, intègrent dans les équipements militaires qu'ils exportent, permettent de désactiver à distance les armes vendues si les relations politiques se dégradent. La Turquie en a fait les frais sur certains de ses avions américains. L'Iran aussi, avec ses F-14 achetés avant la révolution de 1979, mis hors service par simple décision unilatérale. Ce mécanisme-là, c'est un chantage institutionnalisé. Et la réponse est simple, refus catégorique de tout équipement qui en contient un. C'est pour ça, entre autres raisons, que les achats stratégiques s'orientent vers la Russie et la Chine des fournisseurs qui vendent des armes qui appartiennent vraiment à l'acheteur, sans condition d'usage ultérieure, sans possibilité de blocage à distance. 4 piliers, une doctrine, et derrière une ambition qui se construit dans le silence, mais qui se construit. Passons au 5e pilier et croyez-moi, il vaut autant que tous les autres réunis la culture du secret. Voilà quelque chose que l'Algérie maîtrise comme personne. Pas de grandes annonces, pas de cérémonie tape à l'œil, pas de parade où on étale fièrement les derniers joujoux militaires devant les caméras. Rien de tout ça. Et c'est précisément là que réside la force. Comparé avec ce que font les Américains, les Français, les Israéliens, à chaque nouvel équipement, c'est une campagne médiatique en grande pompe, des communiqués de presse, des shows aériens, des interviews de généraux souriants. Pendant ce temps, l'Algérie elle avance dans l'ombre. Ses adversaires potentiels ne savent jamais exactement ce qu'elle possède. Ils ne savent jamais exactement ce qu'elle est capable de faire. Et ça, c'est un avantage opérationnel énorme, souvent sous-estimé, jamais suffisamment analysé. Cette tradition ne vient pas de nulle part. Elle est héritée directement de la guerre de libération. Elle s'est transmise de génération en génération au sein de l'institution militaire.
et elle est toujours vivante aujourd'hui. Maintenant, parlons d'une dimension que quasiment personne ne prend la peine d'aborder, et pourtant elle est fondamentale, l'impact économique. Parce que construire une industrie militaire nationale, ce n'est pas juste fabriquer des armes, c'est déclencher une réaction en chaîne économique massive. La métallurgie, l'électronique, la chimie industrielle, le textile technique, l'informatique embarquée. Tous ces secteurs qui gravitent autour, qui créent des emplois, qui forment des ouvriers spécialisés, qui développent des compétences qui ensuite migrent naturellement vers le civil. Ce modèle, on le connaît. Il n'est pas nouveau. Les États-Unis ont bâti leur hégémonie dans l'aéronautique civile sur le socle de leur industrie militaire. La France a construit toute sa filière nucléaire civile à partir des acquis de son programme militaire. La Chine aujourd'hui exploite massivement les retombées civiles de ses programmes de défense pour dynamiser son économie intérieure. L'Algérie suit exactement cette même trajectoire. Son complexe militaro-industriel en cours de construction, c'est simultanément, et là c'est important, une politique de défense et une politique de développement industriel. Les deux en même temps, inséparables. Chaque dinar investi dans l'industrie militaire nationale, c'est un dinar qui reste en Algérie, qui crée de l'emploi algérien, qui forme des travailleurs algériens. Plutôt que d'aller grossir les bilans de Lockheed Martin, de Dassault, de Leonardo ou de Rheinmetall. Soyons directs, quand tes ennemis commencent à s'inquiéter, c'est que tu fais quelque chose de bien. Et là, franchement, les signaux sont partout. La France d'abord. Paris a passé des décennies à traiter l'Algérie comme une sorte de marché captif, un territoire naturellement destiné à acheter du Rafale, du Thales, de l'Airbus Helicopters, du MB et du Safran. Des contrats à plusieurs milliards d'euros qui semblaient acquis d'avance. Ces espoirs enterrés. Définitivement. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est Paris lui-même qui a sabordé la relation. Le Quai d'Orsay a choisi la posture idéologique plutôt que les intérêts économiques, et aujourd'hui, c'est l'industrie française de défense qui règle l'addition. Chaque année, contrat après contrat, Washington ensuite. Les stratèges du Pentagone regardent émerger au sud de la Méditerranée une puissance militaire autonome. Autonome, ça veut dire non contrôlée par les États-Unis, non intégrée à l'OTAN, adossée à la Russie et à la Chine comme fournisseurs stratégiques, et qui en plus construit progressivement sa propre industrie nationale. Pour les planificateurs américains, c'est une réalité inconfortable au possible. Un pays qu'on ne peut ni acheter, ni intimider, ni faire pivoter. Ça ne rentre pas dans les cases habituelles. Tel Aviv suit de très près. Ce qui préoccupe Israël, c'est de la convergence, le renforcement des liens algéro-iraniens. D'un côté, le développement de capacités de production de drones et de missiles sur le sol algérien de l'autre. À Tel Aviv, cette dynamique est identifiée comme une préoccupation stratégique à moyen terme dans l'espace méditerranéen. On ne rigole plus. Et puis il y a Rabat. Le Maroc, chaque année, voit l'écart se creuser. Le budget de défense marocain atteint 6,3 milliards de dollars en 2025, soit environ 4 fois moins que le budget algérien. Pour tenter de compenser, Rabat achète hélicoptères drones, Hermes 900 systèmes de guerre électronique, ligne de production de munitions sur son territoire. Mais soyons honnêtes, l'écart financier, l'écart en ressources naturelles, l'écart en termes de tradition industrielle militaire. Ce rattrapage est structurellement difficile. Les chiffres ne mentent pas. Ces réactions mises bout à bout dessinent quelque chose de net. L'Algérie n'est plus un acteur périphérique que les grandes puissances peuvent se permettre d'ignorer. Washington, Paris, Tel Aviv, Rabat, ils intègrent tous désormais l'Algérie dans leurs calculs stratégiques. C'est ça le vrai marqueur de puissance. Avant de conclure, projetons-nous. Dans 10 ans, si les trajectoires actuelles se maintiennent, qu'est-ce qu'on voit? Une capacité nationale de production de drones de combat, couvrant une part croissante des besoins militaires algériens, avec une ambition déclarée l'exportation vers les pays africains partenaires. Imaginez ça. Une industrie navale qui dépasse enfin les remorqueurs et les patrouilleurs des bâtiments de plus en plus sophistiqués construits de leurs propres mains. Des satellites militaires de surveillance opérés directement par l'Algérie. Une armée de terre où les blindés Made in Algeria prennent une place croissante. Une force aérienne nouvelle génération avec des transferts technologiques négociés et un taux d'autosuffisance sur les pièces critiques qui vise les 70%, c'est écrit noir sur blanc dans la stratégie militaire officielle 2030. Maintenant, faites le calcul avec moi. Entre 20 et 25 milliards de dollars de budget de défense par an, sur 10 ans.
Ça fait entre 200 et 250 milliards de dollars injectés dans l'appareil militaire algérien. Et une part croissante de cet argent ne part plus à l'étranger, il reste à l'intérieur, il nourrit l'industrie nationale. Et à cette échelle-là, les amis, une industrie militaire ne reste plus juste nationale. Elle devient un levier de puissance continentale. L'Algérie pourra vendre ses armes à d'autres pays africains. Elle pourra projeter sa puissance en Méditerranée occidentale sans demander la permission à personne. Elle sera la seule puissance africaine en mesure d'offrir à ses partenaires des équipements militaires fabriqués sur le sol africain. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la projection logique de ce qui se construit aujourd'hui. Brique par brique, ingénieur par ingénieur, drone par drone, usine par usine. Et tout ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo, ce sont des faits vérifiés, des chiffres publiés par le SIPRI, des produits exposés dans des foires industrielles publiques, des déclarations officielles de responsables militaires. Zéro propagande, zéro exagération. Juste la réalité d'une puissance qui se construit silencieusement pendant que les médias occidentaux regardent ailleurs. Maintenant, c'est votre tour. 3 choses simples. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Algérie, France, Canada, Belgique, Sénégal, Tunisie, États-Unis. Et dites-moi si dans votre pays, les médias parlent de l'industrie militaire algérienne. Maintenant, j'ai une question qui va vous faire réfléchir et j'attends vos réponses dans les commentaires. Selon vous, quelle est la priorité stratégique absolue pour l'Algérie dans les 5 années à venir? Les drones de combat, les missiles, la cyberdéfense, la marine de guerre ou les satellites militaires? Argumentez, défendez votre position. Parce que ce débat, il mérite d'être posé avec sérieux, pas avec des slogans, pas avec de l'émotion, mais avec de la réflexion. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose. Quelque chose de simple, mais qui a un impact réel. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à ce membre de votre famille qui croit encore en 2025 que l'Algérie n'a pas d'industrie. Montrez-la à ce jeune de la diaspora qui hésite à rentrer, qui doute, qui se demande si son pays a quelque chose à lui offrir. Faites-la tourner auprès de cet ami qui répète sans le savoir les discours de ceux qui ont tout intérêt à ce que l'Algérie reste invisible. Cette chaîne existe pour une raison, dire ce que d'autres taisent. Montrer ce que d'autres cachent. Documenter ce que l'Algérie construit en silence, mais avec détermination. Mais avec détermination. Mais avec